bienvenue à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nouveau thème en ce début de semaine qui sera consacré au spectacle vivant en Afrique avec aujourd'hui un premier dossier sur la sauvegarde du conte au Burkina Faso. Au programme également de cette émission, manifestation au Burundi contre la candidature du président sortant Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Et le Niger se mobilise contre Boko Haram après l'attaque de l'île Karamga. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Lorraine Ekoué, vous êtes romancière, bienvenue. Bonjour, merci à vous. Et avec nous également nos éditorialistes, Alfred Chango, bienvenue. Merci Fanny, heureux de vous retrouver sur ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, je leur dis merci de leur accueil. Et Gemma Télé, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tout le monde. Tout de suite, l'actualité du jour. Les manifestations se poursuivent au Burundi contre la candidature du président sortant Pierre Nkurunziza. Des manifestations qui ont tourné souvent à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Dimanche, au moins 2 manifestants ont été tués. Un opposant et militant des droits de l'homme a été arrêté. Et la principale radio privée du pays a également été coupée. Kekelia Feto. La situation reste volatile au Burundi où les forces de l'ordre ont dispersé une nouvelle manifestation de l'opposition ce lundi 27 avril. Avant d'être dispersés, les manifestants, branches d'arbres en main pour signaler leur volonté de manifester pacifiquement, scandaient leur opposition à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le chef de l'État a en effet été investi ce samedi 25 avril candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à l'élection présidentielle du 26 juin. Ces manifestants disent que le parti au pouvoir veut violer la Constitution et les accords d'Arusha dûment négociés. Alors, à partir de 2026, ces organisations ont débuté ces manifestations et pour le moment, on signale qu'il y a des personnes qui sont déjà mortes et d'autres blessées du côté des manifestants et du côté aussi des policiers. Avant même l'investiture officielle du président Pierre Nkurunziza pour son parti, l'opposition avait annoncé qu'elle mettrait tout en œuvre pour contrer son troisième mandat. Elle appelle à présent à un redoublement de la mobilisation malgré les mesures de rétorsion. La police a depuis ce dimanche procédé à près de 200 arrestations et le gouvernement a coupé les émetteurs relais de 3 principales radios indépendantes, dont la radio publique africaine surnommée la radio des sans-voix. Elles sont accusées de favoriser l'insurrection. Observateurs et population craignent de nouveaux débordements. Le mouvement de manifestation continue jusqu'à ce que le président Nkurunziza renonce au troisième mandat. C'est ça le message de ces organisations et certains partis politiques se trouvant dans l'opposition. Ils disent qu'ils vont continuer la manifestation jusqu'à ce que le président Nkurunziza renonce à ce troisième mandat. Les tensions qui prévalent actuellement au Burundi ont des répercussions sur la région. Le nombre de réfugiés burundais au Rwanda a déjà atteint le chiffre de 17 000 ce week-end. La société civile burundaise recommande la fermeture des magasins à Bujumbura et aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école tant que le calme n'est pas revenu dans le pays. Alfred, la situation est très inquiétante au Burundi. Quelle est votre réaction? Est-ce que cela a été prévisible? Fanny, c'était prévisible, puisque quand on regarde dans la durée, tout ce qui a été fait pour dissuader Pierre Nkurunziza de ne pas se représenter pour un troisième mandat, puisque la constitution du Burundi le lui interdit, tout comme les accords d'Arusha les lui interdisent. Et il n'a pas écouté toutes les sollicitations, que ça vienne des Nations Unies, de l'Afrique, du pape, de l'Église burundaise. Et donc on devait s'attendre justement à cette manifestation de révolte de l'opposition. Et effectivement, c'est très inquiétant, puisqu'entre-temps, il y a près de 17 000 Burundais qui ont fui au Rwanda, qui sont réfugiés au Rwanda. On se souvient qu'il y a à peu près un mois, Paul Kagame avait reçu Pierre Nkurunziza justement pour le mettre en garde contre les violences contre le peuple burundais, et puis quand même faire supporter au Rwanda 17 000 réfugiés, c'est pas peu de choses. Donc c'était prévisible. Parce que le président burundais est imprévisible aussi. Mais là, pour le coup, son parti politique et lui-même ont eu une forme de
constance, de cohérence, pour faire comprendre qu'en 2005, c'était au niveau du Parlement qu'il avait été élu, que donc maintenant, ça serait le deuxième mandat suivant la Constitution. Moi, je trouve ça assez regrettable pour le Burundi et pour la région. J'ai mal justement, les accords d'Arusha et la Constitution. Donc, d'après cet article de la Constitution, il faudrait que le président ait fait 2 mandats, mais élu au suffrage universel. Donc, c'est sur ce point que se joue la différence entre les manifestants et le camp du CNDD-FDD. Qui a raison dans cette histoire ? Je n'ai pas tous les éléments pour juger moi-même de qui a raison et qui n'a pas raison. Il y a débat. Il y a débat juridique, c'est-à-dire que la question est de savoir la première élection est-elle une élection qui compte ou pas. Tout dépend de l'interprétation qu'on puisse avoir. Oui, il est élu par les députés, il est élu. Donc la question ne se pose pas. Que le mode de scrutin ait choisi un suffrage plus large ou plus restreint, ça n'enlève rien à la légitimité, donc ça n'enlève rien à l'application de la Constitution. Moi, je ne pose pas le débat sur ce point-là. Moi, je pense que, vous savez, là, on a une scène des déjà-vus. Des Africains qui courent dans les rues, un président qui veut se présenter, d'autres qui ne veulent pas qui se présentent. Et donc ce sont des scènes qu'on a déjà vues, qu'on voit et qu'on verra encore, hélas, demain. Je pense qu'il est temps que définitivement on pose cette question-là et qu'un débat africain entre différents pays se pose. C'est la question de savoir est-ce que nos constitutions sont adaptées, est-ce qu'on a l'obligation ou pas de continuer à être président à vie tout le temps, est-ce qu'on a l'obligation ou pas de limiter le mandat, de ne pas limiter. La limitation des mandats est un débat juridique qui dépasse le continent africain. Il y a des pays où cela se pose, et elle est appliquée, il y a des pays où on ne se pose pas, elle n'est pas appliquée. Moi, je suis très puritain là-dessus et je considère encore une fois qu'on n'a pas le droit d'empêcher un pays de renouveler un candidat s'il le souhaite. Et on n'a pas le droit non plus, les oppositions qui ne sont pas capables de se débarrasser d'un chef d'État se drapent derrière une interdiction juridique pour l'en empêcher. Je considère, moi, que la meilleure manière de faire des choses, c'est plutôt l'ancrage de la démocratie. L'ancrage de la démocratie ne se fait pas en empêchant les gens de se présenter, il se fait plutôt dans l'apprentissage du scrutin. Et donc, il faudrait se battre, de mon point de vue, pour que le scrutin soit loyal, pour que l'élection soit démocratique et pour que la garantie de transparence soit assurée. C'est, de mon point de vue, beaucoup plus important. Cela dit, et je le conçois, qu'on ait fait 4 mandats, 5 mandats, qu'on en a fait un fin de plus, on ne va pas forcément changer la nature des choses. Ce sont ces débats-là, ce sont ces constitutions-là africaines qui doivent se poser demain, de mon point de vue, et c'est là sans doute tout l'enjeu des 10 prochaines années. Merci. Dans l'actualité également, le président nigérien Mahamadou Issoufou a convoqué les cadres de l'armée pour coordonner les efforts contre Boko Haram, une décision qui fait suite à l'attaque menée par le groupe terroriste ce samedi sur l'île de Karamga, sur le lac Tchad. Ibrahim Ndiaye. Le calme est revenu ce lundi sur l'île de Karamga, sur le lac Tchad, suite à une attaque ce samedi de Boko Haram contre les forces armées nigériennes. Une offensive de la secte islamiste qui aurait, selon certaines sources, coûté la vie à 48 soldats nigériens. Un bilan lourd que le ministère nigérien de la Défense n'a pas encore confirmé. Ayant toutefois confirmé l'attaque, les autorités de Niamey indiquent par ailleurs que les opérations de ratissage se poursuivent pour chasser la nébuleuse islamiste de l'île. La défaite militaire qu'a connue l'armée nigérienne sur l'île de Karamga est la manifestation que Boko Haram a toujours conservé sa capacité de nuisance. Il est à rappeler que même si les succès militaires ont été enregistrés sur le terrain, notamment depuis que le Tchad et le Niger sont rentrés en guerre, la reprise de plus de 36 localités et des principales capitales, notamment la Damawa et Yobe, Boko Haram a tout de même conservé sa capacité de nuisance. Lors du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le 16 février à Yaoundé, un fonds d'urgence à hauteur de 50 milliards de francs CFA avait été reversé au Cameroun et au Tchad en soutien à l'effort de guerre. Mais selon certains observateurs, une assistance financière n'est pas suffisante pour vaincre la menace djihadiste. Il faut, selon les experts, une meilleure coordination des efforts entre les pays de la sous-région, notamment en matière d'information. Ce qu'il faut retenir de cette victoire militaire de Boko Haram, c'est qu'il faudrait davantage que les pays qui sont rentrés en guerre, qui ont le droit de poursuite sur le territoire nigérian, à savoir le Tchad et le Niger, puissent davantage harmoniser leurs forces, davantage mutualiser leurs efforts et renforcer leur
dispositifs de renseignement et d'information. Parce qu'on voit très bien que ce n'est pas la première incursion que Boko Haram a pu infliger depuis quelques semaines maintenant. Il y a quelques jours, l'attaque sur une localité du Cameroun qui a fait plus d'une dizaine de morts. C'est la deuxième fois depuis le mois de février cette année que Boko Haram, qui tente de créer un califat dans le nord du Nigeria et les pays avoisinants, tente de s'emparer de l'île de Karamga, une localité stratégique puisque située aux confins des 4 pays en première ligne face à l'insurrection islamiste, à savoir le Nigeria où Boko Haram s'est implanté, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Alfred, on pensait ces derniers temps que la menace Boko Haram s'était affaiblie. Est-ce que cette attaque prouve le contraire ? Non, Fanny, effectivement, Boko Haram est affaibli, mais revient à ses méthodes traditionnelles, c'est-à-dire les méthodes traditionnelles de ces groupes terroristes. Ce sont des attaques imprévisibles à des lieux, des endroits et à des moments imprévisibles en même temps. Parce que quand ils allaient à l'affrontement direct, ils ont été défaits complètement. Donc là, ils prennent par surprise. Et ça pose le problème, effectivement, de l'information et du renseignement. On nous a assez bassinés ici qu'il y a des drones dans cet espace et on ne comprend pas que des informations n'arrivent pas à poursuivre à la trace les mouvements justement des Boko Haram et notamment cette attaque sur l'île au cœur du lac Tchad. Mais je pense que ça, ce sont les derniers soubresauts d'une bête blessée rudement, frappée rudement, qui essaie justement de se rappeler au bon souvenir, puisqu'en même temps qu'ils frappaient le Niger, ils ont frappé au Nigeria aussi. Et donc, mais là, dans le schéma classique justement des attaques de Boko Haram. Donc ça signifie effectivement que quand ils agissent comme ça, ils sont dans la panique là. Mais c'est un combat qui est quand même assez long pour éradiquer complètement Boko Haram. Ngembok, Samuel a raison de dire qu'il faut vraiment une meilleure coordination des forces armées des 3 pays qui sont engagés aux côtés du Nigeria contre Boko Haram. Sans cela, effectivement, il y aura toujours des incursions comme ça qui seront assez meurtrières. Chebal, vous êtes d'accord? Ce sont les derniers soubresauts de Boko Haram. Ils sont clairement affaiblis? Je n'en sais rien, mais en même temps, je pense que non, hélas. Sur le continent africain, il y a une dizaine d'années, il y avait des foyers d'instabilité. Il n'était pas cela. Le phénomène à tendance islamique n'était pas connu. Et il y avait un foyer algérien, donc qui est consécutif à une guerre civile algérienne, qui est donc le GIA, les GSPC, qui plus tard est devenu AQMI. C'est-à-dire que le phénomène de la menace tel que nous le connaissons aujourd'hui était totalement différent et en tout cas inconnu sur le continent africain, notamment du sud du Sahara. Depuis maintenant un peu moins d'une dizaine d'années, notamment depuis ces 5 dernières années, nous avons une accélération des menaces nouvelles, diffuses, dangereuses, inconnues, et pour laquelle malheureusement les États ne sont ni préparés, ils n'ont pas les moyens de le faire, ils n'ont pas la surface militaire pour le faire, et parfois pas les institutions nécessaires pour tenir. C'est-à-dire que les Africains du sud du Sahara doivent désormais vivre avec un phénomène qu'ils ignorent. Ils l'ignorent tellement que beaucoup de ces pays où cela sévit sont à majorité pas musulmanes. Et donc, il y a un vrai danger et un vrai risque de cassure entre les différentes populations africaines. C'est d'ailleurs, hélas, la volonté, l'envie de ces terroristes-là. C'est de dire, nous allons essayer de diviser, parce que plus il y a une division, plus il y a de l'instabilité, et plus il y a de l'instabilité, puis eux trouvent leur compte. Et donc, ce sont là les menaces nouvelles sur le continent, avec lesquels il faut faire face, et auxquels il faut faire face, et auxquels il faut une réponse. Et là, évidemment, Alfred a raison, une coordination entre les États, une meilleure organisation, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, même si l'armée camerounaise fait un travail remarquable, même si les Tchadiens sont des soldats absolument aguerris et de bon niveau, mais enfin, individuellement, ils ne suffisent pas, collectivement, cela est nécessaire. J'ai bien peur de penser, malheureusement, qu'il va falloir vivre avec ça quelques années encore, et que la bataille qui sera gagnée forcément risque d'être plutôt longue. Merci, nous allons marquer une courte pause un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom, à tout de suite.